entendant toute cette histoire, vous serez bourré de certitudes sur le crime. Et à la fin, vous devrez les remballer, vos certitudes. Pour le débrief, l'avocat de l'accusé, maître Georges Catala, ténor du barreau de Toulouse. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. On est en août 2014 à Toulouse et Laurent Baca, 37 ans, a disparu. Sa mère l'appelle et le rappelle sur son téléphone, il ne répond pas. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message. Et elle sait. Elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord, il est venu dîner à la maison hier soir avec sa femme et ses 3 gosses. Mais bien qu'ils habitent à 500 mètres l'un de l'autre, ils s'appellent tous les jours. Alors inquiète, elle appelle sa belle-fille, Edith. « Écoute, j'arrive pas à joindre Laurent, il est avec toi? Tu peux me le passer ?» Ah, je suis désolé, Martine, mais il est parti aider un copain et il a oublié son portable à la maison. Ah d'accord, je comprends mieux. Quel copain? Comme ça je vais l'appeler directement. Je sais pas avec qui il est. Il m'a rien dit du tout. Ok Edith, dans ce cas, je rappellerai ce soir. Bonne journée. Mais le soir, toujours pas de nouvelles. Et le fait qu'il ne soit pas joignable sur son portable qu'il a oublié commence à angoisser la mère. Alors elle rappelle sa belle-fille. Mais écoute, Martine, j'ai pas de nouvelles, hein. Il m'a pas rappelé. Il a dû rester chez son pote, quoi. La nuit passe, et au matin, toujours aucune nouvelle. Entre-temps, Martine est passée chez Laurent et Edith. Et ce qui l'a surpris, c'est que la voiture de Laurent soit garée dans le jardin. Il serait donc parti dans la voiture de son copain, et pas avec sa voiture. Ça ne lui ressemble pas du tout. Ça fait maintenant 72 heures que Laurent a disparu. Et la mère rappelle encore sa belle-fille Edith. T'as vraiment pas la moindre idée de qui est le copain avec lequel il est parti? Pas la moindre idée. 3 jours quand même, je suis inquiète, hein. Oh. Écoutez, Martine, je vais vous dire ce que je sais, mais je vous préviens, ça va pas vous plaire. Laurent, il est parti avec un copain faire un go fast. Voilà. Un go quoi? Un go fast. Il est allé chercher une cargaison de drogue, si vous voulez, en Espagne, pour la ramener en France. Une cargaison de drogue? Ça alors? Il m'a réveillé dans la nuit, vers 3 heures du matin. Il avait l'air très énervé et il m'a dit « il faut que j'aille faire un go fast ». Alors je vous en ai pas parlé, Martine, parce que je voulais pas que vous vous inquiétiez encore plus. Quand la mère raccroche, autant vous dire qu'elle est un peu secouée. Elle sait que son fils n'est pas un ange. Elle sait bien qu'il fume du hakik. Mais là, c'est pas pareil. C'est du trafic de drogue. C'est très risqué. Si ça se trouve, l'opération s'est mal passée. Si ça se trouve, il a été arrêté par la police. Ou alors il s'est fait buter par un trafiquant. En tout cas, elle qui était sur le point d'aller signaler sa disparition au commissariat, elle se dit, ça n'est pas forcément une bonne idée. La sœur de Laurent essaye alors d'appeler les postes frontières. Si, un hombre que se llama Laurent Baca no lo ha visto arrestado o nada? No tenemos ninguna persona de este nombre, señora. D'accordo. Muchas gracias. Appeler la police aux frontières pour dire sans le dire, mon frérot est peut-être un trafiquant de drogue, est-ce que vous ne l'auriez pas arrêté? Par hasard. Quoi qu'il en soit, il n'a pas été arrêté à la frontière. Maintenant, ça fait 5 jours que Laurent a disparu. Et finalement, n'y tenant plus, malgré cette histoire de go fast, sa compagne Edith et sa mère décident d'aller à la police. Et tant pis, on va pas leur mentir, il y a qu'à leur parler de cette histoire de go fast là, parce que 5 jours quand même, ça devient vraiment inquiétant. Hein. Et elles y vont. Et elles disent aux policiers,
Laurent a disparu et il est peut-être mêlé à une sale histoire. Et les policiers, évidemment, un possible trafiquant de cam, ça les intéresse. D'autant que Laurent Bacca, ils le connaissent. Enfin, leurs fichiers le connaissent. Dis, regarde, on l'a déjà chopé pour une consommation de cannabis. Si ça se trouve, ils ont raison, hein, sa mère et sa femme. Le type, il est tombé dans le trafic. Hein. Là, ils exagèrent un peu. Qui fume un pétard ne devient pas un trafiquant, ça se saurait. Cela dit, la compagne de Laurent, Edith, ne fait rien pour les dissuader d'emprunter cette piste vaseuse. Dites, j'ai trouvé une enveloppe à la maison dans laquelle il y a le numéro de téléphone d'un gars qui s'appelle Néné. Et Néné, je crois que quand même c'est son dealer, hein, à Laurent. Je me dis que peut-être il est au courant, peut-être qu'il est passé par lui, vous voyez ? Peut-être ou pas. Quoi qu'il en soit, le susdit Néné se retrouve face aux policiers toulousains. Et d'accord, c'est vrai, ça m'est arrivé de dépanner Laurent d'un peu de bœuf. Mais alors l'embarquer pour un go fast, ça c'est n'importe quoi, hein. Moi c'est pas du tout le genre de truc que je fais, mais alors pas du tout, hein. Et puis entre nous, Laurent, il a pas trop la carrure d'un type qui est capable de faire un go fast, hein. Moi je pense en plus qu'il n'avait pas non plus les contacts. D'autant que d'après la mère, il est pigleux, Laurent. Tellement miro qu'il est incapable de conduire la nuit. Et je peux vous dire que pour piloter une BMW blindée de drogue à fond les ballons depuis le sud de l'Espagne, il vaut mieux avoir les yeux en face des trous. Mais il n'y a pas que ça. La mère raconte aussi que depuis quelque temps, il avait des projets. Des projets qui font douter qu'il parte en sucette dans un trafic de dope. Laura, jusqu'à il y a quelque temps, il vivait de petits boulots. Il faisait le serveur de temps en temps, des extras, vous voyez. Et là, donc, à 37 ans, il en avait marre, il avait commencé une formation dans l'aéronautique. C'était son rêve depuis toujours. Et il avait de bonnes chances de rentrer chez Airbus, ici, à Toulouse. Alors franchement, moi, je ne le vois pas tout mettre par terre en allant faire un go fast, comme vous dites. Hein. Bref, cette histoire de go fast ne tient pas la route. À partir de là, cette affaire redevient une affaire de disparition inquiétante d'un adulte. Rien de plus. C'est-à-dire pas grand-chose. Depuis le temps que je vous raconte ce genre d'histoire, vous savez qu'il est rare, très rare, que la police ou la gendarmerie se passionne pour une disparition. Toujours au motif que chacun a le droit de disparaître. Sauf que là, quand même, depuis qu'on est sans nouvelles de lui, ses comptes bancaires n'ont pas bougé. Un type qui lâchement décide de changer de vie ne part pas les poches vides. Tiens, on parle de la disparition de Laurent Bacca dans la Dépêche du Midi. Le journaliste est venu faire une photo pour illustrer l'article. Toute la petite famille Bacca est là, tenant à la main l'affichette avec l'avis de recherche qu'ils ont imprimé. Enfin, toute la famille a bien regardé cette photo. Il manque quelqu'un. Edith, la compagne de Laurent, elle n'est pas sur la photo. Et pourtant, je l'ai averti, de l'heure de la photo que la Dépêche voulait qu'on fasse dans le jardin. Et bien, elle n'est pas venue. On la voit plus trop, depuis 3 semaines que Laurent il a disparu. Alors qu'elle habite à quoi 500 mètres de chez nous. Bon, c'est vrai, elle est auxiliaire de vie, elle s'occupe des vieux. Je sais que ça prend du temps. Mais enfin, de là à pas lever le petit doigt depuis 3 semaines que Laurent a disparu, quand même, faut pas exagérer. Vous entendez ce qui est en train de se jouer dans la tête de la mère ? Et en parallèle, je m'en doute, dans la vôtre. Edith, depuis que Laurent a disparu, elle n'est pas nette. Non. Vous croyez ? Edith ? Sa femme, enfin sa compagne ? Vous voulez dire qu'elle aurait pu tuer son mari, enfin, son compagnon ? Et pourquoi elle aurait fait ça ? Un homme a lu l'article dans le journal. Il s'appelle Jean-Marie. Et il vient spontanément voir les policiers.
Bon, voilà. Moi, je connais très bien Laurent Baca et ses enfants. Et je connais encore mieux sa compagne, Edith. C'est ça que je suis venu vous dire, c'est que je suis l'amant d'Edith. Voilà, je voulais que vous le sachiez parce que, vous comprenez, je voulais pas me retrouver mêlé à ça, hein. Ah ouais, on comprend. On comprend surtout qu'Edith commençait à éveiller les soupçons et que là, on est passé à la vitesse au-dessus. Car si par hypothèse, elle avait zigouillé Laurent, eh ben elle aurait en mobile se débarrasser de Laurent pour filer le parfait amour avec ce Jean-Marie. Oui, je sais, dans ce cas-là, il y a le divorce. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui oublient l'efficacité incomparable du divorce par rapport au meurtre. Quoi qu'il en soit, vérification faite, ce Jean-Marie est bien l'amant de madame. Ils se sont échangés 700 SMS ces derniers mois. On se voit souvent, Edith et moi, parfois même avec nos gosses à tous les deux. On se donne rendez-vous dans les parcs, par exemple, et on passe l'après-midi ensemble, et les enfants jouent ensemble, quoi. Ah ouais, les gosses se connaissent. C'est du sérieux. Mais les confidences de Jean-Marie ne s'arrêtent pas là. Écoutez bien la suite. Je peux dire qu'elle m'a dit plusieurs fois qu'elle aimait plus Laurent. Elle dit qu'il boit, qu'il passe son temps à fumer de la drogue, qu'elle est malheureuse avec lui. Ça, c'est sûr, elle l'a dit plusieurs fois. Et puis elle dit qu'il fout rien, quoi, qu'il travaille pas, qu'il fait un petit boulot de temps en temps, mais pas plus, et qu'après, d'après ce qu'elle dit, hein, il n'amène pas les enfants à l'école, c'est elle qui se tape le ménage, c'est elle qui se tape la cuisine, c'est elle qui se tape la vaisselle, pendant que lui, il roule les joints, quoi. Il y a toujours un moment dans ce genre d'histoire où on finit par dire que le mort est un salaud. Manière de dire par avance, il l'a bien mérité. Donc, Madame Edith a un julot. Et ce julot s'appelle Jean-Marie. Question, est-ce que Laurent savait ça? Réponse, oui. Et ça, c'est sa sœur qui le révèle. C'était 15 jours avant de disparaître. Il est tombé sur un SMS et il a compris, quoi. Et il vous en a parlé, donc? Oui, oui. Et je lui ai dit, va le voir, ce gars. Et il est allé le voir? Oui. Et pour lui dire quoi? Pour lui dire que s'il lâchait pas sa femme, ça allait mal se passer pour lui, quoi. Mal se passer? Oui. L'amant d'Edith, je sais pas si vous savez, il est animateur dans un centre aéré. Et il lui a dit, si tu continues, je vais te dénoncer à tes chefs. Et dénoncer quoi? Qu'il couchait avec la mère des enfants qui gardait le mercredi au centre aéré. N'importe quoi. Je ne pense pas que ce soit interdit. Tant qu'il ne couche pas avec les gamins, je veux dire. Avec la maman, il fait ce qu'il veut. Mais on voit bien que c'est peut-être là que se met en place le mécanisme de l'élimination. Et du coup, on se dit que Jean-Marie, le gentil amant venu faire ami-ami avec les enquêteurs, n'est peut-être pas blanc-blanc. Parce que c'est lui que Laurent menace. C'est lui qui croit peut-être à cette menace d'être dénoncé et de perdre son travail. Et d'ailleurs, s'il a fait ami-ami avec les policiers jusqu'ici, est-ce que ça n'est pas pour éviter l'inévitable question? Où étiez-vous dans la nuit du 5 au 6 août, monsieur? S'il n'a pas d'alibi, il est cuit. Et moi, je suis pompier volontaire en Ariège. Et donc ce soir-là, j'étais de garde. Vous n'aurez pas de mal à le vérifier. Vous pensez que je serais venu vous dire tout ce que je vous ai dit ici, si j'étais dans le coup? Pas faux. D'autant que son alibi est confirmé à 100%. Le soir de la disparition de Laurent, il était à 200 km de Toulouse. Il n'est pas dans le coup. En revanche, elle, Edith, elle est toujours dans le décor. Allô, madame la juge?
La PJ de Toulouse, hein, pareil. Dites-moi, on ferait bien une perquisition au domicile de Baccalaurent, hein, parce que plus on avance, plus on arrive sur sa compagne, Edith, et donc on commence à penser qu'elle l'a tué. Peut-être qu'on trouvera des traces chez eux, vous comprenez? Et la juge dit oui. 4 mois après la disparition de Laurent Bacca, les policiers viennent toquer à la porte d'Edith. Elle est en train de faire son repassage. Elle leur ouvre, ils attaquent la fouille, et elle continue de repasser, figurez-vous. Ça sent la charogne ici. Oh, des taches de sang sur le canapé. Dites, madame, venez. Ils viennent d'où, ce sac? Et là, d'un coup, elle lâche le fer à repasser et elle éclate en sanglots. Je suis un monstre. Je suis un monstre, c'est moi qui l'ai tué. Des aveux spontanés. C'était totalement inespéré. Et l'odeur de cadavre, madame, là, elle vient d'où? Du grenier. Je l'ai mis dans le grenier. En avant pour la visite du grenier, qui est accessible par une trappe, qui se trouve, je vous le donne en mille, dans la chambre des enfants. Bonne nuit, mon chéri. Je t'ai mis papa juste au-dessus. On sort l'escabeau. Un policier ouvre la trappe. Pouah! L'odeur est épouvantable. Hé! Viens voir ce qu'elle a fait pour éviter les odeurs. Écoutez bien, c'est du jamais vu. Elle a couvert le cadavre de son mari d'un sarcophage de béton, façon Toutankhamon, mais en moins bien fait. Il y a sa tignasse qui dépasse, et 2 ou 3 trous, d'où l'odeur. Eh bien dis donc, elle a dû s'en donner du mal, parce que monter le cadavre là-haut, ensuite monter les sacs de ciment, et puis faire le ménage, et tartiner le cadavre de béton. Pouh! Et les gamins juste en dessous, qui respirent depuis des semaines l'odeur de leur papa en putréfaction. Et elle aussi d'ailleurs, parce que c'est une chose de tuer son mari, mais c'est autre chose que de vivre dans l'odeur de sa décomposition pendant des semaines. Sans compter les vers et les insectes. Quelle femme délicieuse, cette Edith. Et tant qu'à faire, voici son blaze. Edith Scaravetti. Et de quoi est-il mort, ce pauvre Laurent? Le légiste vient d'arriver au pied du sarcophage, duquel on a dégagé la tête. Il est de toute évidence mort d'un coup de feu, tiré en direction de la tempe droite. Spontanément, Edith Scaravetti a dit tout à l'heure « Je suis un monstre ». En garde à vue, elle est un peu moins pessimiste sur sa personne. Il me maltraitait, il me violait, il me menait une vie impossible, j'en pouvais plus. Cet éternel penchant à faire passer la victime pour un salaud. Accusation qui n'est corroborée par personne de l'entourage de Laurent. Laurent picolait, oui. Il fumait des pétards, oui. Il ne foutait pas grand-chose à la maison, oui. Mais violent, non. Ses proches sont formels. Elle dit n'importe quoi. Mais elle ne lâche rien. Pour vous dire une fois, c'était quelques mois avant que je le tue. Il m'a carrément tiré dessus, avec une 22 long rifle en pleine nuit. Alors on vérifie dans le plumard. Eh bien, figurez-vous qu'on y trouve une douille de 22 long rifle. Elle ne lui aurait pas mise elle-même. Faut pas exagérer. Mais il n'y a pas que ça. Des fois, il me torturait avec une lame de couteau chauffée à blanc. Et là, elle montre ses cicatrices. Et elle en a. Notamment une qui est terrible. Les lettres L et B gravées à la pointe du couteau, comme Laurent Bacca. Une fois sur la fesse et une autre fois sur la poitrine.
Pas super bien gravé, mais gravé quand même. Mais ça non plus, la famille de Laurent n'y croit pas. Et j'allais à la piscine souvent avec Edith, hein. Je la voyais en maillot de bain. J'ai jamais vu le moindre signe de cicatrice, pas le moindre bleu sur le corps. Ah ben moi j'ai souvent fait du shopping avec elle, dans la cabine d'essayage. J'ai jamais rien remarqué. Ah mais moi je l'ai vu enlever son soutien-gorge, c'était quand? C'était 2 jours, 2 jours après la disparition de Laurent. Mais il n'y avait pas d'initiale qui était gravée sur ses nichons, et ça j'en suis sûr. Hein. Alors, on saisit un expert en cicatrices. Écoutez, ces blessures n'ont en aucun cas été faites, à mon sens, à la pointe d'un couteau chauffé à blanc. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit de traces de cutter. Quant aux initiales, L et B, moi, honnêtement, je ne les vois pas. C'est parfaitement illisible. Elle se serait donc scarifiée elle-même? Si c'est le cas, elle est phénoménale, cette Edith. À part ça, comment s'est déroulé le meurtre? Selon sa version à elle, Laurent est venu la réveiller en pleine nuit. C'était vers 3 heures du matin. Il s'est mis à m'insulter. Il m'a traîné par les cheveux jusqu'au salon. Et là, il a sorti sa 22 long rifle. Il se l'est collé sur la table. Et il m'a dit, vas-y, appuie, t'as pas le courage. Et pourquoi avez-vous tiré, Madame Scaravetti? Mais parce que j'étais sûr que l'arme n'était pas chargée. J'avais enlevé les munitions la veille. Vous voyez? Alors si c'est un accident, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas appelé la police? En tout cas, aucun des 3 enfants n'a été réveillé cette nuit-là, ni par une dispute, ni par un coup de feu. On se résume? Edith Scaravetti dit que le mort était un salaud qui l'a martyrisé, et qu'il s'est presque jeté sur elle pour qu'elle le tue. La famille de Laurent dit que c'est faux. Y a-t-il quelqu'un qui puisse corroborer les accusations de Miss Edith? Oui, Véronique, une de ses collègues. Ah ben il y a des matins. Elle arrivait, elle me disait, il m'a pas laissé dormir de la nuit. Ah oui, hein. Il était tout le temps sur elle. Une fois, il est même venu l'attendre à la sortie du travail avec sa carabine, rien que pour l'effrayer, quoi. Moi, je lui ai dit, Edith, il faut que tu le quittes. Et elle, ben, elle n'avait pas le courage. Elle me disait, il va me retrouver, il va me tuer, et les enfants avec, et tout ça, quoi. Moi, je savais franchement que ça allait mal finir. Hein. De toute façon, je lui ai dit, va voir la police, quoi. Va voir la police. Et elle ne voulait pas. Pourquoi est-ce que cette collègue inventerait tout ça? C'est très troublant, on ne sait plus quoi penser. Parfois on se dit elle est machiavélique, et puis d'autres fois que peut-être elle dit la vérité. Quoi qu'il en soit, on arrive au bout de l'instruction, il faut trancher. Le juge a pris sa décision, il la renvoie devant la cour d'assises pour assassinat, autrement dit pour homicide volontaire avec préméditation. Voilà en gros comment il voit les choses. Il pense que ça ne s'est pas du tout passé la nuit, mais le jour, pendant que les enfants étaient au centre de loisirs. C'est pour ça qu'ils n'ont rien entendu. Il pense qu'il n'y a pas eu de dispute et qu'elle l'a tout simplement abattu comme un chien. Ce sera au juré de trancher. Le procès d'Edith Scaravetti a lieu à Toulouse en mars 2018. Elle s'assoit dans le box le plus discrètement possible. Elle croise les mains sur les genoux et elle ne bouge plus. Elle restera comme ça pendant les 5 jours du procès. Une statue de cire. Les 3 enfants du couple qui ont maintenant 11, 12 et 13 ans ne sont pas là. À part ça, quand on l'interroge, elle n'a pas bougé. Il buvait. Il fumait. Il me faisait vivre l'enfer. Il me menaçait tout le temps. J'étais sous son emprise, véritablement. Mais à côté de ça, je veux bien reconnaître qu'il était gentil et qu'il avait le cœur sur la main. Ça, c'est vrai.
C'est vrai, mais c'était aussi un monstre de violence que l'alcool et la drogue rendaient complètement fou. Et en face, sa belle famille, la famille de Laurent, n'a pas bougé non plus. Il ne buvait pas, mon fils. C'est faux de dire ça. Ça lui arrivait de boire de l'alcool, ça, je dis pas. Mais il pouvait aussi passer des journées à boire du Coca-Cola. De toute façon, on était assez proche avec Edith, elle n'en a jamais parlé de ce problème d'alcool. Ça sort maintenant, comme par hasard. On en est toujours au même point. Parole contre parole. On ne sait plus qui croire. On apprend aussi, mais on ne voit pas bien quel rapport il y a avec notre histoire, qu'Edith Scaravetti aurait été violée dans un camping à l'âge de 12 ans et qu'elle n'a jamais osé le révéler à ses parents. L'avocat général se lève pour son réquisitoire. C'est un meurtre de sang-froid, organisé. Un scénario auquel on pourrait donner le prix de la meilleure adaptation. Edith Scaravetti ne cherche pas à nous manipuler. Elle s'est auto-persuadée de cette vérité qui la protège. Je vous demande de la condamner à une peine de 20 années de réclusion criminelle. Et puis vient l'heure pour son avocat, Maître Catala, ténor du barreau de Toulouse, de prendre la parole. Cette femme se trouvait sous l'emprise totale de son compagnon. Elle l'aimait, et Laurent Baca l'aimait sûrement aussi. Mais ces deux personnalités fragiles ont construit au fil du temps une relation très particulière de domination et de soumission. Ça ne pouvait que mal se finir. Poussé à bout, sans imaginer une seule seconde que le fusil était chargé, Edith Scaravetti a tué Laurent Baca par accident. Notez que le jury est majoritairement composé de femmes, qui ont toutes sensiblement l'âge d'Edith. Je vous dis ça pour que vous ne soyez pas surpris par le verdict, car à la fin, la cour n'a pas retenu l'assassinat, ni même le meurtre. Edith Scaravetti est condamnée pour homicide involontaire, à la peine extrêmement compréhensive de 3 années de réclusion criminelle. L'avocat général fait appel, deuxième procès en 2009. Et là encore, les jurés ne retiennent pas que c'est un assassinat. Mais la barque s'alourdit pour Edith. Elle prend 10 ans de réclusion criminelle. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre de Laurent Baca en 2014 à Toulouse, tué par sa compagne Edith Scaravetti, qui n'a finalement été condamnée qu'à 10 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises ayant retenu que le compagnon était alcoolique, qu'il était toxicomane et qu'il était violent avec elle. Et c'est avec l'avocat d'Edith Scaravetti, maître Catala du barreau de Toulouse, que je vais débriefer cette histoire. Oui. Je vous avoue que je suis un peu perplexe devant ce double verdict. D'abord parce que ils sont très différents l'un de l'autre. 3 ans d'un côté, 10 ans de l'autre. Et puis surtout parce qu'on est très, très, très éloigné de ce qui était, à la conclusion de son instruction, la conviction du juge, qui disait qu'elle l'avait abattu comme un chien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette vérité, la sienne, ne s'impose pas? C'est-à-dire que la justice n'est pas toujours très perspicace. Elle a boursouflé son réquisitoire en prononçant ce mot d'assassinat. Personne n'y a cru. C'était à l'évidence une exagération. Ensuite, devant la première cour d'assises, les gens ont considéré, à juste titre à mon avis, que Edith avait été ballottée, la propriété privée d'un homme qui n'était peut-être pas le dernier des derniers, mais qui avait fait une propriété exclusive d'Edith et qu'il avait exploitée. Et devant la deuxième cour d'assises, les choses ont été un peu différentes, mais il est constant que les 10 ans passés avec Monsieur Baca ont été 10 ans de difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire.
Donc le juge d'instruction s'est complètement planté dans son appréciation de ce meurtre. En tous les cas, la justice est formelle, celle qui est chargée de juger. Elle a prononcé d'une façon solennelle le fait qu'il n'y avait absolument pas d'assassinat, que les choses s'étaient passées à huis clos, que ce huis clos était présidé en quelque sorte par une violence exacerbée de Baka, et que Edith était quelque part victime, sans que pour autant on considère qu'elle était totalement victime, et sans que pour autant elle n'ait pas droit à une punition, mais une punition raisonnable et raisonnée. Mais est-ce qu'on est sûr de ça, Maître Catala, qu'elle était victime? Parce que la famille de Laurent Baka dit qu'il n'était pas violent. Oui, mais la famille de Laurent Baka, qui est composée, je les ai vus à l'audience, de gens très, très convenables, des gens de bonne qualité, aimés par-dessus tout ce garçon, et par voie de conséquence, elle ne s'est pas aperçue du fait que Edith était boursouflée de coups, mais d'autres personnes s'en sont aperçus et ont témoigné à l'audience, et ces témoignages ont été très importants. Et puis il y a cette balle que l'on rencontre non pas par hasard, mais à la suite d'une déclaration d'Edith dans le matelas conjugal. Il est impossible que ce soit Edith qui ait tiré avec une carabine sur le matelas pour chercher des prétextes. Il y a les lettres qui sont écrites, comme vous le disiez, sur On va y revenir sur tout ça. la fesse. On va y revenir sur tout ça. Pour vous, la vérité se situe où entre les deux verdicts de la première cour d'assises et de la cour d'assises d'appel? La première dit c'est un homicide involontaire, la deuxième dit c'est un homicide volontaire. La première dit 3 ans, la deuxième dit 10 ans. J'ai l'impression que pour vous, la vérité est au milieu. Moi, mon impression, c'est que ce couple a eu des affreux moments, que ces moments ont été extraordinairement exprimés dans le drame qui a vu la disparition de Baka, mais que ni l'un ni l'autre ne souhaitait bien évidemment en arriver là. Ça me paraît